Mi-février 1943, Sidi Bouzid, Mamoun, Ahmad. Mi-février 1943, Sidi Bouzid, Tunisie, le M81 capturé. Le char Sherman s'immobilisa dans le sable du désert, son étoile américaine toujours visible sous la croix allemande peinte à la hâte. Les officiers du bataillon lourd, Panza 501, se sont rassemblés autour de cette récompense, carnet déjà en main. Ce seul char américain capturé, intact et opérationnel lors de la bataille de Tite-Bouad, déclencherait une crise de confiance parmi les ingénieurs allemands qui se répercuterait sur leur programme de développement de chars pour le reste de la guerre. Les mathématiques de la guerre blindée étaient sur le point d'être réécrites, non pas grâce à une puissance de feu ou à une épaisseur de blindage supérieure, mais grâce à quelque chose que les Allemands n'avaient jamais privilégié, l'excellence automobile qui refusait tout simplement de se briser. Le char portait le nom War Daddy 2 peint sur sa coque. Numéro de série USA 3641, construit par Limer Locomotive Works et appartenant à la compagnie G du 1er régiment blindé, 1re division blindée. Le personnel d'une unité de reconnaissance allemande a conduit ce Sherman sur 353 km à travers le territoire nord-africain jusqu'au port de Spefax, un voyage de 4 jours et demi. Chaque kilomètre révélait quelque chose qui contredisait les hypothèses allemandes sur la capacité industrielle américaine. Le moteur n'a jamais surchauffé. La transmission n'a jamais échoué. Les transmissions finales ont maintenu des performances constantes. Les équipages de chars allemands, habitués aux arrêts mécaniques fréquents, même lors de mouvements courts, regardèrent avec un malaise croissant ce véhicule ennemi travailler sans se plaindre sur un terrain et dans des conditions qui auraient désactivé leur propre équipement. Au port, War Daddy 2 a été chargé sur un cargo à destination de l'Allemagne. Le bureau d'armement de l'armée avait émis des ordres explicites. Ce réservoir doit arriver intact et opérationnel au centre d'essai de Kumisdorf. Les renseignements allemands avaient reçu des rapports fragmentaires sur la production de chars américains. Mais voir le véhicule physique a rendu ces statistiques plus réelles que les chiffres sur papier ne le pourraient jamais. Le Sherman représentait une production de masse à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler. Construit selon des principes d'ingénierie automobile que l'Allemagne ne maîtrisait pas. Alors que le navire naviguait vers le nord à travers la Méditerranée, les ingénieurs de Wehrmacht préparaient des protocoles de test qui révéleraient des vérités auxquelles ils avaient hésité à faire face sur leurs propres limites et les capacités américaines. Printemps 1943, terrain d'essai de Kumisdorf, Brandenburg, Allemagne. War Daddy 2 est sorti du wagon de transport portant la désignation Zugfahrts 259 et la plaque d'immatriculation allemande WH 058941. Les ingénieurs d'essai avaient déjà inscrit au pochoir les mesures d'épaisseur et les angles du blindage sur chaque surface du char, les marquant avec des notations précises pour leur programme d'évaluation complet. Le terrain d'essai de l'armée allemande à Kumasdorf, situé à 25 km au sud de Berlin, a servi de principale installation d'essai pour les équipements allemands et alliés capturés. Ici, des ingénieurs méticuleux ont tout mesuré, testé et analysé, de la tension des chenilles à l'efficacité de la transmission, documentant leurs résultats dans des rapports techniques exhaustifs. Le Sherman était sur le point de subir l'examen automobile le plus complet que l'ingénierie allemande puisse concevoir. Les ingénieurs de test allemands ont effectué l'inspection initiale avec des équipes de spécialistes issus de plusieurs branches techniques. Ils ont photographié chaque composant sous des dizaines d'angles, mesuré chaque dégagement avec des instruments de précision et documenté des techniques de construction qui semblaient incroyablement simples comparées aux méthodes allemandes. La transmission a immédiatement attiré l'attention des spécialistes du groupe motopropulseur. Alors que les chars allemands utilisaient des engrenages à coupe droite nécessitant des tolérances précises et un entretien fréquent, le Sherman utilisait des engrenages à chevrons qui répartissaient simultanément la contrainte sur plusieurs dents. Cette norme de conception dans la fabrication automobile américaine depuis les années 1930 offrait une durabilité exceptionnelle avec des exigences de précision minimales.
Les ingénieurs allemands considéraient les engrenages à chevrons trop difficiles à produire en masse compte tenu de leurs capacités industrielles et de la formation de leur main-d'œuvre. Les Américains en fabriquaient par milliers. Les tests ont commencé par des essais automobiles de base, conçus pour mettre à rude épreuve chaque système mécanique dans des conditions contrôlées. Les ingénieurs ont conduit, Ward a dit, à travers des parcours d'obstacles, conçus pour reproduire les conditions du champ de bataille, en mesurant la consommation de carburant, en surveillant la température du moteur et en enregistrant le comportement de la transmission sous diverses charges et conditions de terrain. Après chaque essai, ils démontaient les composants pour examiner les modèles d'usure à la recherche de signes de contrainte, de lubrification inadéquate ou de faiblesse de conception. Les résultats contredisaient tout ce que la doctrine des chars allemands avait accepté sur les compromis nécessaires entre performance et fiabilité. Le Sherman s'est comporté de manière adéquate dans toutes les catégories et a excellé dans la seule catégorie métrique où les chars allemands ont systématiquement échoué. Endurance opérationnelle, sans intervention, de maintenance. L'examen du groupe motopropulseur a révélé que la philosophie de conception diffère des sources qui expliquaient beaucoup de choses sur les approches américaines et allemandes. La transmission Sherman comportait 5 vitesses, avant plus une marche arrière avec synchronisation des rapports 2 à 5, ce qui éliminait le besoin d'un double embrayage pendant les opérations normales. Cela rendait le char presque aussi facile à conduire que les automobiles civiles, nécessitant une formation spécialisée minimale pour les conducteurs. Les pétroliers allemands, en revanche, passaient un temps considérable à apprendre des techniques complexes de double embrayage et une gestion minutieuse des gaz pour éviter d'endommager leur transmission. La conception du Sherman acceptait que des soldats ordinaires possédant des connaissances de base en automobile conduisent ces machines, tandis que les conceptions allemandes supposaient que des spécialistes hautement qualifiés seraient disponibles. Le moteur radial Continental R925 de ce Sherman particulier a fait preuve d'une tolérance remarquable dans des conditions de fonctionnement variées. Les ingénieurs ont noté que le moteur maintenait des performances constantes sur des plages de température qui auraient provoqué une surchauffe ou une perte de puissance des moteurs allemands. Le système de refroidissement, bien que de conception simple, s'est révélé très efficace. Le système de filtration de l'air traitait le sable du désert sans le colmatage fréquent qui affectait les chars allemands en Afrique du Nord. Chaque système reflétait une philosophie de conception qui donnait la priorité à la fonctionnalité pratique plutôt qu'à l'optimisation théorique. 6 et 7 juin 1943. Champ d'artillerie, Hillis-Lynn. Le ministre du Reich, Albert Scharr, est arrivé pour présider une grande conférence sur l'armement à laquelle ont participé des dirigeants de l'industrie de l'armement et des officiers supérieurs de la Wehrmacht. Le programme de démonstration comprenait des essais d'escalade comparant les chars allemands et alliés capturés. Ward a dit d'eux côtoyer les dernières conceptions allemandes, notamment un char Panther, Acef Diom, fraîchement sorti de production, et un chasseur de chars Ferdinand, représentant la technologie de véhicules blindés de combat la plus avancée d'Allemagne. Scharr, responsable de la production de l'armement allemand et personnellement responsable des résultats devant Hitler, avait besoin de comprendre ce que l'industrie américaine pouvait produire et comment les conceptions allemandes se comparaient à l'équipement ennemi. La démonstration apporterait des réponses que ni Spar ni les concepteurs de chars allemands ne voulaient reconnaître. Le Sherman a gravi la pente d'essai en douceur. Sa transmission manuelle à 5 vitesses, avant synchronisée du 2e au 5e passage de vitesse sans hésitation. Son moteur maintient une puissance constante tout au long de l'ascension. Le conducteur a manipulé le véhicule avec confiance, démontrant la facilité d'utilisation qui allait devenir la marque de fabrique de Sherman. Le Panther a suivi son moteur Maybach HL 230, plus puissant de 700 chevaux, lui permettant d'égaler les performances du Sherman, mais à peine et avec beaucoup plus de difficultés. Le Ferdinand, extrêmement lourd, 65 tonnes, et techniquement sophistiqué avec son système de transmission électrique, a calé à mi-chemin de la pente. Speer a observé les équipes de dépannage lutter pour redémarrer le véhicule,
l'échec embarrassant s'étant produit devant des dizaines d'officiers supérieurs et de dirigeants industriels. Dans ses mémoires des années plus tard, Speer écrira sur les capacités du Sherman qu'il a observées lors de sa tournée d'inspection en Italie en octobre 1944. Il a noté que les rapports sur la mobilité à travers le pays du Sherman avaient été très favorables, les chars escaladant des montagnes que les experts allemands en matière de chars considéraient comme inaccessibles aux chars. Il attribuait cela au fait que le Sherman possédait un moteur très puissant proportionnellement à son poids, lui conférant une mobilité tout-terrain sur terrain plat nettement supérieure aux chars allemands. La 26e division Panzer avait spécifiquement signalé cet avantage. Ces observations du ministre allemand de l'armement ont eu un poids considérable dans les cercles de Wehrmacht. L'évaluation publique écrite parut dans le journal Das Reich le 27 juin 1943. L'article décrivait le Sherman comme l'une des réalisations particulières des laboratoires nord-américains et le qualifiait de produit tout à fait louable de l'industrie sidérurgique nord-américaine. L'article soulignait que les premières choses qui avaient retenu l'attention étaient la construction en série et le respect des exigences presque arrogantes de l'industrie automobile nord-américaine. L'article mentionnait le canon gyrostabilisé comme la première tentative de ce type jamais réalisée n'importe où, reconnaissant l'innovation américaine dans ce domaine. Ces déclarations publiques, soigneusement formulées à des fins de propagande pour éviter de paraître défaitiste, masquaient néanmoins les alarmes privées qui se répandaient dans les départements d'ingénierie allemands. Les chars américains n'étaient pas seulement suffisants. Ils étaient fondamentalement mieux conçus pour des opérations de terrain soutenu. De retour à Kumdorf, les tests systématiques se poursuivirent tout au long de l'été et jusqu'à l'automne 1943. Les ingénieurs mesurèrent la portée opérationnelle du Sherman et effectuèrent des essais prolongés qui poussèrent le véhicule dans ses retranchements. Ils ont documenté des autonomies opérationnelles supérieures à 2000 km/h, avant de nécessiter un entretien majeur, soit environ 4 fois ce que les premiers modèles de Panther pouvaient atteindre sur le terrain. Ils ont mesuré l'efficacité de la transmission, qui dépassait n'importe quel char allemand, avec des pertes de puissance via la transmission nettement inférieures à celles des systèmes allemands comparables. Ils ont examiné la transmission manuelle synchronisée, qui rendait le changement de vitesse fluide et simple, ne nécessitant ni le double embrayage, ni la correspondance minutieuse du régime qu'exigeaient les transmissions allemandes. Les transmissions finales ont présenté une autre révélation qui a remis en question les hypothèses de l'ingénierie allemande, les chars allemands. Panther utilisait des systèmes de transmission finale hérités de la conception du Tigre, une configuration sujette aux pannes sous contrainte. La conception utilisait des engrenages à coupe droite dans des carters qui se sont révélés inadaptés aux charges imposées par le véhicule de 45 tonnes. Les mécaniciens allemands, en Afrique du Nord et sur le front de l'Est, avaient signalé des pannes de transmission finale, obligeant les Panthers à être abandonnés après des déplacements relativement courts, parfois inférieurs à 100 km. Les transmissions finales du Sherman, construites selon les mêmes principes d'engrenage à chevrons que la transmission, tombaient rarement en panne, même dans des conditions de combat soutenues qui détruisaient les composants allemands. Des décennies plus tard, des projets de restauration ont permis de découvrir des transmissions finales Sherman qui ne nécessitaient aucune restauration mécanique après des années de stockage, ce qui témoigne de marges de conception qui dépassaient les exigences immédiates de plusieurs facteurs substantiels. À la fin de 1943, Kumdorf avait accumulé suffisamment de données pour produire des rapports internes complets qui circulaient dans les branches techniques de Wehrmacht. Ces documents destinés aux officiers supérieurs du Wehrmacht et aux responsables du ministère de l'Armement dressaient un tableau qui donne à réfléchir sur les capacités comparées. Le Sherman a démontré la maturité de l'ingénierie automobile américaine qui manquait fondamentalement à l'Allemagne, malgré ses connaissances théoriques et son expertise scientifique. Les techniques de production de masse autorisaient des tolérances qui seraient considérées comme bâclées dans la fabrication de précision allemande, tout en aboutissant à des véhicules plus fiables qui fonctionnaient mieux sur le terrain.
Les pièces interchangeables signifiaient que les réparations sur le terrain pouvaient être effectuées avec des outils de base et une formation spécialisée minimale. Alors que les véhicules allemands exigeaient une précision de niveau usine et un équipement spécialisé pour de nombreuses réparations, toute la philosophie de conception donnait la priorité au maintien des véhicules opérationnels plutôt qu'à l'atteinte de performances théoriques maximales qui semblaient impressionnantes dans les spécifications mais ne pouvaient pas être maintenues au combat. Les évaluations internes des ingénieurs allemands ont documenté des observations sur les avantages industriels américains qui allaient au-delà des simples chiffres de production. L'ingénierie automobile américaine reflétait des décennies d'expérience dans l'industrie civile que l'Allemagne n'avait jamais développée à une échelle comparable. Avant la guerre, les États-Unis possédaient largement des automobiles, les véhicules étant courants parmi les citoyens ordinaires de toutes les classes économiques. L'Allemagne avait une expérience automobile civile beaucoup plus limitée, les voitures y restant des articles de luxe pour les riches et l'élite du parti. Le programme Volkswagen, promis aux travailleurs allemands depuis 1934, avait livré moins de 1000 véhicules civils en 1939. Cette grande différence dans la maturité de l'industrie automobile s'est directement traduite dans la philosophie de conception des réservoirs. Les Américains ont construit des chars que les mécaniciens, ayant une formation automobile civile, pouvaient entretenir en utilisant les compétences qu'ils possédaient déjà. Les Allemands construisaient des chars qui nécessitaient une formation spécialisée et une attention et l'experte constante de la part d'un personnel possédant des années de formation technique militaire spécifique. La comparaison avec la fiabilité des chars allemands devint impossible à ignorer à mesure que les rapports de terrain s'accumulaient jusqu'à la fin de 1943 et le début de 1944. Les chars Panther nécessitaient des restrictions opérationnelles strictes pour éviter des pannes mécaniques qui les laisseraient bloqués. Les conducteurs ont reçu des instructions explicites de ne pas changer de vitesse fréquemment, car un changement de vitesse excessif endommageait la transmission. Le troisième rapport, en particulier, cassait assez souvent pour que les manuels de terrain mettent en garde contre son utilisation, sauf en cas d'absolue nécessité. Les Panthers ne pouvaient pas tourner en reculant, car cela détruirait la transmission. Les virages pivots n'étaient possibles que lorsque la résistance du sol était égale sur les deux pistes, limitant considérablement la flexibilité tactique. Des objets étrangers pénétrant dans le train de roulement pourraient bloquer le pignon d'entraînement, ce qui nécessiterait des heures de maintenance pour le dégager. Ces problèmes existaient malgré la construction des Panthers dans des usines de chars dédiées par des ouvriers qualifiés, utilisant les meilleurs matériaux disponibles que l'Allemagne pouvait fournir. Le Sherman, en revanche, avait été conçu par des ingénieurs automobiles de General Motors, Ford et Chrysler, appliquant les principes de production, de masse qu'ils avaient développés au cours de décennies de fabrication de véhicules civils. Le réservoir a incorporé des composants automobiles commerciaux dans la mesure du possible, tirant parti des chaînes d'approvisionnement et de l'expertise de fabrication existante. La transmission provenait de plusieurs fabricants, dont Caterpillar Tractor, Buick et Ford Motor Company, tous construits selon des spécifications identiques avec des pièces entièrement interchangeables qui pouvaient être mélangées librement, sans réglage. Cette normalisation, courante dans l'industrie automobile américaine, est restée largement théorique dans la production de chars allemands, où chaque fabricant introduisait des variations subtiles qui empêchèrent une véritable interchangeabilité des pièces. D'autres Sherman, capturés, arrivèrent à Kumdorf entre 1943 et 1944, notamment des chars pris aux unités britanniques en Italie et aux forces soviétiques sur le front de l'Est. Chaque véhicule capturé a été soumis à des protocoles de tests similaires, créant ainsi une base de données complète des capacités des chars américains pour différentes variantes et périodes de production. Les Britanniques avaient rééquipé certains Sherman avec leurs canons anti-chars de 17 livres, créant la variante Firefly, qui répondait à la principale faiblesse du Sherman en matière de puissance de feu. Les ingénieurs allemands ont examiné ces chars modifiés avec un intérêt particulier, notant comment le grand anneau de tourelle du Sherman
pouvait accueillir le canon beaucoup plus gros, avec un minimum de modifications. Le Firefly a démontré un potentiel de croissance intégré à la conception originale que les ingénieurs allemands n'avaient pas pris en compte lors de la spécification de leur véhicule. Le Panther, lancé en production pour contrer les chars soviétiques T-34, n'avait pas la capacité d'effectuer des améliorations significatives de son armement sans une refonte complète de la tourelle et du véhicule. Le programme d'essais automobiles s'est élargi pour inclure des essais de fiabilité spécialement conçus pour reproduire les conditions de combat. Les ingénieurs ont conduit les Sherman sur des centaines de kilomètres à travers le pays, enregistrant chaque incident mécanique, chaque besoin de maintenance et chaque panne de composants. Ils ont comparé ces résultats avec les rapports de terrain des unités Panther et Tiger opérant sur les fronts de l'Est et italien. Les chiffres témoignent sans ambiguïté de la fiabilité comparative. L'état de préparation opérationnelle du Panther était en moyenne inférieur à 40% pendant la majeure partie de 1943, certaines unités signalant des taux catastrophiques aussi bas que 20 à 25%. Les bataillons Panther individuels ont documenté des périodes pendant lesquelles moins d'un char sur 5 était réellement capable d'effectuer des opérations de combat. Comparaison, les chars Sherman maintenaient une disponibilité opérationnelle nettement plus élevée sur tous les théâtres. Des données spécifiques, provenant de rapports de terrain allemands, ont documenté les problèmes de fiabilité du Panther avec des détails dévastateurs. En juillet 1943, lors de l'opération Citadelle à Koursk, les Panthers n'atteignirent qu'un taux de préparation opérationnelle de 16%, des pannes mécaniques éliminant plus de chars que l'action ennemie. En décembre 1943, l'état de préparation ne s'était amélioré qu'à 37%. Les rapports de février 1944 montraient 37% d'opérationnel. Avril 1944 atteint 50% opérationnel. Mai 1944 atteint finalement 78%. Ces chiffres représentaient le pourcentage de Panthers réellement capables de mener des opérations de combat un jour donné, le reste étant en panne, en attente de pièces ou en cours de réparation. La progression a montré une amélioration progressive à mesure que les défauts de conception étaient corrigés, mais même les meilleurs taux de préparation du Panther n'ont jamais égalé ce que Shermans avait réalisé dès la production initiale. En décembre 1943, cette tendance était devenue indéniable pour tout observateur objectif examinant les données. La durée de vie du moteur de la variante diesel. Sherman a dépassé 3000 km/h avec un entretien approprié. La durée de vie du moteur Panther a à peine atteint 1000 km au Walmart, même après que des améliorations ont permis de résoudre les pires problèmes initiaux. Des rapports allemands de mars 1944 indiquaient que les moteurs Panther améliorés atteignaient une durée de vie de 700 à 1000 km/h, ce qui était présenté comme un succès. Cette amélioration a simplement amené les moteurs Panther à environ -3 de la capacité diesel du Sherman. Les transmissions Sherman nécessitaient un entretien minimal entre les révisions avec des engrenages synchronisés qui rendèrent les erreurs du conducteur moins susceptibles de causer des dommages. Les transmissions Panther exigeaient une attention constante et des réparations fréquentes. Les pannes de 3e vitesse étant courantes, les conducteurs apprenaient à passer de la 2e à la 4e vitesse pour éviter d'utiliser le rapport problématique. Les transmissions finales. Sherman fonctionnait de manière fiable dans des conditions qui détruisaient régulièrement les transmissions finales, Panther, dans un délai de 100 à 200 km de fonctionnement. Les rapports de terrain des unités allemandes utilisant des Sherman capturés ont renforcé les données des tests de Kumdorf avec une expérience opérationnelle réelle. Les unités mécanisées allemandes, désespérées de véhicules fiables, alors que leur propre infanterie de chars se dégradait, employaient avec empressement tous les chars américains capturés qu'elles pouvaient obtenir intacts, contrairement aux chars soviétiques T-34 que les Allemands ont largement modifiés avant utilisation. Les Sherman sont entrés en service allemand sans modification. Ils n'ont pas nécessité de modification, car ils ont fonctionné correctement comme prévu, sans défauts fondamentaux nécessitant une correction. Les équipages de chars allemands, qui avaient connu de multiples pannes mécaniques sur leurs propres véhicules,
trouvait la fiabilité du Sherman remarquable et la commentèrent fréquemment dans des lettres et des rapports. Les rapports des régiments Panzer indiquaient que les opérateurs du Sherman pouvaient se concentrer sur les considérations tactiques et l'efficacité du combat, tandis que les équipages du Panther et du Tiger s'inquiétaient constamment d'atteindre le champ de bataille sans panne ou de terminer leur mission avant qu'une panne mécanique n'immobilise leur véhicule. La 10e division SS Panzer captura 12 Sherman M4A3 à Hellesheim en janvier 1945 lors de l'opération Nordwind. Ces chars appartenaient au 43e bataillon de chars américains, et des ont été capturés intacts lorsque leurs équipages les ont abandonnés lors de l'assaut allemand. Les 12 Sherman ont été formés au sein de la 13e compagnie du 10e régiment SS Panzer et ont servi dans des opérations de combat pendant le reste de la guerre. Ces chars servaient de véhicules de reconnaissance et de réserve mobile, rôle qui nécessitait un mouvement soutenu sans arrêt de maintenance et des performances mécaniques fiables. Les commandants allemands ont reconnu ce que les essais de Kummersdorf avaient prouvé des années plus tôt. On pouvait compter sur les chars américains pour fonctionner en cas de besoin. Cette fiabilité, plus que la puissance de feu ou la protection blindée, détermina l'utilité tactique au cours des derniers mois de la guerre. Un Sherman arrivant sur le champ de bataille avec un canon opérationnel était infiniment plus précieux qu'un Panther doté d'une puissance de feu supérieure, en panne à 20 km derrière les lignes. Janvier 1944 a apporté des programmes d'essais élargis alors que les forces de Wehrmacht se retiraient sur plusieurs fronts et que du matériel capturé supplémentaire atteignait Kummersdorf. Les ingénieurs ont examiné le M4A1 équipé du moteur radial Continental R975, documentant ses caractéristiques et le comparant à d'autres variantes. Ils ont testé le M4A2 avec 2 moteurs diesel 6046 de General Motors, notant son rendement énergétique supérieur et ses différentes caractéristiques de fonctionnement. Ils ont évalué le M4A3 avec le moteur à essence Ford GAV8, que les équipages américains considéraient comme la meilleure centrale Sherman. Chaque variante présentait la même caractéristique fondamentale. Excellente fiabilité automobile, dérivée de principes d'ingénierie solide et de processus de fabrication de qualité. La cohérence entre les variantes a impressionné les ingénieurs allemands, habitués aux variations de qualité significatives entre les différents fabricants produisant des véhicules nominalement identiques. Le M4A2 à moteur diesel a particulièrement impressionné les ingénieurs allemands qui l'ont examiné à Kummersdorf. Les forces soviétiques ont reçu 4002 de ces chars dans le cadre d'un pré-bail et un nombre important sont tombés aux mains des Allemands lors des retraites sur le front de l'Est. Le double moteur diesel GM Suad 1046 offrait des performances comparables à celles de toutes les variantes Sherman, tout en consommant beaucoup moins de carburant que les moteurs à essence. Un avantage crucial alors que les approvisionnements allemands en carburant diminuaient. Les concepteurs allemands avaient expérimenté des moteurs à réservoir, diesel, mais avaient abandonné leurs efforts, en raison de difficultés de fabrication et de la complexité des systèmes d'injection de carburant. L'industrie américaine a produit des Sherman diesel aux côtés de variantes à essence, sans perturber les calendriers de production, démontrant une flexibilité de fabrication et une sophistication technologique que l'industrie allemande n'a jamais atteinte en temps de guerre. En mars 1944, des rapports du général Heinz Guderian, inspecteur général des troupes Panzer, notaient dans des communications officielles que les améliorations apportées à la fiabilité du Panther avaient atteint ce qu'il appelait des normes acceptables au début de 1944. La durée de vie du moteur avait atteint 700 à 1000 km à Telinilta et les problèmes de transmission finale avaient été largement résolus grâce à des modifications de conception et à des processus de fabrication améliorés. Cette amélioration, présentée comme un succès significatif dans les communications militaires allemandes, a simplement amené la fiabilité du Panther à un niveau que le Sherman avait atteint depuis sa production initiale en 1942. L'armée allemande a célébré l'atteinte des normes que les chars américains avaient dépassées depuis le début,
soulignant à quel point le développement des véhicules blindés allemands était en retard. La comparaison est devenue plus douloureuse à mesure que la production de chars allemands était confrontée à une pénurie croissante de ressources et aux bombardements stratégiques alliés. Les campagnes de bombardement alliés ciblèrent les principaux goulots d'étranglement de la chaîne de production des Panther et Tiger, avec une efficacité croissante. L'usine de moteurs Maybach à Friedrichshafen a subi de graves dommages de la part du Royal Air Force Bomber Command dans la nuit du 27 au 28 avril 1944. Le raid impliquait 322 avions et est décrit dans les archives de l'Imperial War Museum comme le raid le plus dommageable contre la production de chars allemands de toute la guerre. L'attaque a également détruit l'usine de boîtes de vitesse ZDF adjacente à l'usine de moteurs. La production de moteurs et de transmissions de chars s'est complètement arrêtée pendant 6 mois. Lorsque la production reprit finalement en novembre 1944, le contrôle qualité s'était considérablement dégradé. Le travail des esclaves, de plus en plus employés dans les usines de chars allemandes, à mesure que les travailleurs allemands étaient enrôlés pour le service militaire, a introduit un sabotage délibéré. Les filtres à cigarettes étaient coincés dans les passages d'huile. Les joints ont été mal installés. Les composants ont été assemblés sans dégagements appropriés. Ces problèmes n'ont jamais affecté la production Sherman, située en toute sécurité dans des usines américaines, loin de toute zone de combat et composée d'ouvriers motivés, gagnant de bons salaires dans des conditions décentes. La différence fondamentale entre la production de chars américains et allemands ne résidait pas dans les connaissances techniques, mais dans la capacité industrielle et la philosophie de conception sous-jacente. Les ingénieurs allemands comprenaient les principes de l'automobile aussi bien que leurs homologues américains, possédant des connaissances théoriques et une expertise scientifique approfondie. Ils n'ont tout simplement jamais appliqué ces principes, consistant entièrement à la conception du réservoir, en donnant plutôt la priorité à d'autres facteurs. Les chars allemands mettaient l'accent sur des caractéristiques de performance qui leur permettaient d'obtenir des spécifications impressionnantes, mais une faible fiabilité sur le terrain. Le puissant canon K12 K42 de 60 km du Panther et son épais blindage frontal se faisaient au prix d'un groupe motopropulseur surchargé qui ne pouvait pas supporter de manière fiable le poids de 45 tonnes du véhicule. Les formidables capacités du Tigre exigeaient des procédures de maintenance complexes et des réparations fréquentes par des spécialistes hautement qualifiés. Ces compromis auraient pu être acceptables si l'industrie allemande avait pu produire suffisamment de véhicules et suffisamment de pièces détachées pour les entretenir. Ce n'était pas possible, d'autant plus que les bombardements alliés s'intensifiaient et que la pénurie de matières premières s'aggravait. Des ingénieurs américains formés à la production automobile de masse grâce à des décennies d'expérience dans l'industrie civile ont conçu des chars qui pourraient être fabriqués par dizaines de milliers et entretenus par des mécaniciens ayant une formation de base, utilisant les compétences acquises dans la vie civile. Le groupe motopropulseur Sherman utilisait des composants éprouvés en service commercial avec des principes de conception empruntés directement à la fabrication d'automobiles et de camions. Le système électrique comprenait un générateur de secours capable d'alimenter la tourelle même lorsque le moteur principal s'arrêtait, une fonctionnalité qui semblait un luxe inutile aux concepteurs allemands, mais qui s'est avérée inestimable au combat. Les pétroliers allemands ne pouvaient que rêver de telles commodités, en particulier ceux qui avaient connu une défaillance de la rotation de leurs tourelles lorsque les moteurs calaient sur les pentes. Ces caractéristiques n'apparaissaient pas dans les spécifications techniques allemandes parce que les concepteurs allemands ne les avaient jamais considérées comme hautement prioritaires par rapport à l'épaisseur du blindage et à la puissance du canon. Au printemps 1944, les unités Wehrmacht, sur tous les fronts, signalèrent des problèmes mécaniques croissants, à mesure que la qualité de fabrication se dégradait et que les pièces de rechange devenaient de plus en plus rares. Les Panthers devaient être transportés par chemin de fer pour des déplacements dépassant 100 km/h, car leurs moteurs finaux ne pouvaient pas survivre à des marches routières soutenues. Les commandements sur le terrain ont émis des ordres explicites restreignant les mouvements du Panther afin de préserver les véhicules pour le combat réel
plutôt que de les perdre à cause d'une panne mécanique lors des marches d'approche. Le véhicule de dépannage Burger Panther, construit sur un châssis Panther pour récupérer les Panthers handicapés, partageait les mêmes problèmes de fiabilité que le char qu'il était censé récupérer. Les commandants allemands ont été confrontés à la sombre réalité où les pannes mécaniques éliminaient plus de chars que l'action ennemie, certaines unités signalant que 70% des pertes de chars étaient dues à des pannes plutôt qu'à des dommages au combat. Pendant ce temps, la production des Sherman se poursuivait à un rythme sans précédent que l'industrie allemande ne pourrait jamais égaler. Les usines américaines ont produit 49 324 chars Sherman pendant la guerre, soit plus que toute la production allemande de chars de tout type réunis. Les forces du Commonwealth britannique en ont reçu des milliers grâce au pré-bail. L'Union soviétique a reçu plus de 4000 variantes diesel. Les forces chinoises en Birmanie ont utilisé les Sherman avec un effet dévastateur contre les blindés japonais qui étaient technologiquement inférieurs aux modèles américains et allemands. Chaque théâtre où les Sherman ont servi a confirmé ce que les tests de Kummersdorf avaient révélé. Les Sherman correctement entretenus ont continué à fonctionner dans des conditions susceptibles de désactiver ou de détruire les chars allemands. Les équipages de chars allemands qui ont capturé et utilisé des Sherman ont universellement loué leur excellence automobile dans des lettres, des rapports et des entretiens d'après-guerre. Des rapports du front de l'Est ont noté que les mécaniciens allemands ont trouvé que même le complexe Chrysler, un moteur multibanc 57 avec ses 5 blocs moteurs séparés, était plus facile à dépanner que les moteurs de chars allemands qui nécessitaient des connaissances et un équipement spécialisé. Le Ford GA V8, loué par les équipages alliés pour sa fiabilité et sa puissance exceptionnelle, semblait remarquablement fiable aux mécaniciens allemands habitués aux moteurs Maybach qui nécessitaient un ajustement constant du jeu des soupapes, du calage de l'allumage et des réglages du carburateur. Le General Motors Twin Diesel, que l'armée américaine avait rejeté comme moins fiable que les moteurs à essence et relégué à la production en prêt, dépassait de loin les performances et la fiabilité de tous les moteurs diesel produits par l'industrie allemande pour les chars. Les marges de conception généreuses du Sherman offraient un autre avantage que les ingénieurs allemands ont fini par apprécier. Les composants de base de la transmission et de la transmission finale spécifiés à l'origine pour le M4 de 30 tonnes et 400 chevaux n'ont nécessité aucune modification majeure pour gérer le char d'assaut géant M4 A3E2 de 42 tonnes avec sa protection blindée considérablement accrue. Les mêmes composants qui alimentèrent le Sherman standard ont transmis avec succès 650 chevaux à partir de moteurs expérimentaux sans panne ni besoin de renforcement. Les ingénieurs allemands avaient tendance à calculer qu'une telle construction excessive représentait du gaspillage, une capacité excédentaire qui augmentait les coûts de production et utilisait des matériaux rares sans bénéfice immédiat. Les ingénieurs américains ont compris que les marges offraient un potentiel de croissance pour les futures mises à niveau et la fiabilité du champ de bataille, ce qui rendait l'investissement supplémentaire rentable au fil du temps. La durée de vie du véhicule. À l'été 1944, les commandants de chars allemands, confrontés à l'invasion alliée en Normandie, savaient que leurs désavantages techniques s'étendaient bien au-delà des capacités individuelles de leurs chars. La supériorité de l'artillerie américaine, un soutien aérien rapproché dévastateur et une capacité logistique écrasante se sont combinés pour submerger les forces allemandes, quelles que soient les spécifications des chars ou leurs prouesses tactiques. Mais la fiabilité du Sherman signifiait que les unités blindées américaines pouvaient soutenir des opérations continues que les divisions Panzer allemandes ne pouvaient tout simplement pas égaler. Les bataillons de chars américains pouvaient lancer des attaques, soutenir des opérations de combat, mener des poursuites et se préparer immédiatement à l'opération suivante sans interruption importante de la maintenance. Les divisions allemandes Panzer ont dû gérer soigneusement leurs véhicules opérationnels limités, calculant que chaque mouvement consommait la précieuse durée de vie restante des composants et rapprochait les pannes mécaniques. La différence de disponibilité opérationnelle déterminait quelle force pouvait maintenir une pression offensive
et laquelle devait soigneusement rationner sa puissance de combat limitée. L'utilisation allemande des Sherman, capturés dans les opérations de combat, a fourni la preuve finale de la supériorité automobile américaine du point de vue allemand. La 150e brigade, Panza, formée spécifiquement pour les opérations d'infiltration lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944, tenta d'obtenir des véhicules américains capturés pour dissimuler ces opérations. Les planificateurs allemands recherchaient Sherman spécifiquement en raison de leur réputation de fiabilité. Cependant, la brigade n'a reçu que 2 chars Sherman et un seul s'est avéré suffisamment utilisable pour les opérations. Le Sherman en état de marche n'a jamais réellement assisté au combat en raison d'embouteillages massifs qui ont empêché l'opération d'infiltration d'atteindre ses objectifs. Dans une opération exigeant que les véhicules fonctionnent sans panne tout en évoluant derrière les lignes ennemies, loin de tout soutien, seuls les équipements américains offraient des chances raisonnables de succès. Les chars allemands, même lorsqu'ils étaient pleinement opérationnels, ne pouvaient garantir les performances durables qu'exigeaient de telles missions. Le 23 janvier 1945 fut l'aveu officiel définitif de l'échec de l'automobile allemande. Une réunion de la commission Panza a produit un rapport documentant les pannes catastrophiques de la transmission finale sur tous les types de chars allemands. Les conclusions du document ont été dévastatrices. Avant l'offensive de l'Est de 1945, il y avait 500 transmissions finales défectueuses sur le Panzer IV, 370 sur le Panther et environ 100 sur le Tiger. De plus, environ 200 pannes lui ont été signalées sur le chasseur de chars Hetza, basé sur le châssis tchèque de 38 tonnes. Le général Wolf, Gang Tomal, le général Lieutenant et le chef d'état-major de l'inspecteur général des troupes de Panza servant sous les ordres de Guderian ont expliqué l'impact opérationnel en termes crus. Dans de telles circonstances, une utilisation ordonnée des chars était tout simplement impossible. Les troupes ont perdu confiance dans leurs véhicules et, dans certaines situations, ont abandonné des véhicules entiers simplement à cause de problèmes de transmission finale, craignant d'être bloqués et capturés. Les chars allemands construits pour intimider, grâce à des spécifications techniques impressionnantes, ne répondaient pas aux exigences les plus fondamentales des véhicules blindés. Fiabilité mécanique suffisante pour atteindre le champ de bataille et accomplir des missions. Le centre d'essai de Kummersdorf se préparait pour l'évacuation au début de 1945, alors que les forces soviétiques avançaient sans relâche vers Berlin. Les ingénieurs ont frénétiquement emballé les données des tests et expédié la documentation vers des installations plus à l'ouest, dans l'espoir de préserver les renseignements techniques pour les analyses d'après-guerre. Certains des chars capturés, dont au moins 2 Sherman, furent de mise en service improvisés auprès d'unités de combat défendant désespérément les abords de Berlin. Ces véhicules combattirent aux côtés des modèles allemands lors des batailles désespérées finales, offrant ainsi une dernière comparaison dans des conditions de combat réelles. Les Sherman ont continué à fonctionner jusqu'à ce qu'ils soient détruits par les tirs ennemis ou abandonnés lorsque les réserves de carburant ont été épuisées. Les chars allemands, y compris les Panthers et les quelques Tigres restants, tombèrent en panne à cause de pannes mécaniques à un rythme qui choqua même les équipages expérimentés, habitués à une faible fiabilité. L'histoire de Wardaddy II et des dizaines d'autres Sherman testés à Kumdorf représente l'une des grandes disparités industrielles de la Seconde Guerre mondiale. Des ingénieurs allemands travaillant dans un système industriel qui donnait la priorité à la perfection théorique plutôt qu'à des chars utilitaires, pratiques, qui semblaient impressionnants sur le papier, mais qui ont échoué lors d'opérations soutenues sur le terrain. Les ingénieurs américains, appliquant des décennies d'expérience dans la construction automobile aux exigences militaires, ont produit des chars qui manquaient de sophistication technique dans de nombreux domaines, mais qui fonctionnaient de manière fiable dans des conditions qui mettaient en échec l'équipement allemand. Dans la guerre blindée, comme dans la plupart des opérations militaires, l'arme qui fonctionne en cas de besoin bat l'arme qui pourrait théoriquement être supérieure si elle pouvait atteindre le champ de bataille et accomplir sa mission.
L'analyse d'après-guerre réalisée par les services de renseignement américains et britanniques a confirmé ce que les essais allemands à Kumasi avaient révélé. Système, l'examen thématique des chars allemands détruits a révélé des défaillances mécaniques aussi courantes que les dommages au combat comme cause de perte. Les transmissions finales sont cassées à cause du stress, les transmissions sont grippées à cause d'une lubrification inadéquate ou d'une erreur de l'opérateur, les moteurs ont grillé à cause d'une surchauffe ou d'un manque d'huile. L'obsession allemande pour la supériorité individuelle des véhicules et leurs spécifications impressionnantes les avait rendus aveugles à l'importance cruciale de la fiabilité et de la maintenabilité. Ils construisirent des chars qu'aucun mécanicien conscrit ne pouvait entretenir sans une formation spécialisée approfondie. Propulsés par des moteurs qui exigeaient une attention experte constante de la part de techniciens, qualifiés, soutenus par un système logistique qui s'est effondré sous la pression accumulée de la fourniture d'innombrables pièces uniques à des unités dispersées. Les leçons tirées des essais à Kumtov ont directement influencé la conception des chars allemands dans la Bundeswehr d'après-guerre de l'Allemagne de l'Ouest. Lorsque la République fédérale a commencé à développer le char de combat principal Léopard 1 dans les années 1950, les concepteurs ont délibérément mis l'accent sur la fiabilité et la maintenabilité plutôt que sur les spécifications de performance pure. Ils ont étudié les principes de l'ingénierie automobile américaine et les ont délibérément appliqués au développement de véhicules militaires. Le char Léopard 1, qui en résulta, incorpora de nombreuses philosophies de conception qui avaient fait le succès du Sherman. Groupe motopropulseur robuste avec des marges de conception substantielles. Entretien facile nécessitant un minimum d'outils spécialisés. Composants standardisés permettant des réparations rapides sur le terrain et un potentiel de croissance permettant de futures mises à niveau sans refonte complète. Le Léopard est devenu l'un des modèles de chars les plus réussis de la guerre froide, servant dans de nombreuses armées et restant en production pendant des décennies. Les Sherman, capturés à Kummersdorf, y compris le Wardaddy II, avec son nom distinctif toujours peint sur la coque, représentaient bien plus que du matériel ennemi ramené à la maison pour examen technique. Ils constituaient la preuve tangible que la maturité industrielle et les principes d'ingénierie solide fondés sur l'expérience pratique comptaient plus que l'innovation technique théorique poursuivie sans tenir compte de la réalité de la fabrication. Les concepteurs de chars allemands recherchèrent des spécifications avancées parce qu'ils pensaient qu'une technologie supérieure pourrait surmonter les désavantages matériels et l'infériorité numérique. Ils avaient tort. Les concepteurs de chars américains ont construit des véhicules fiables parce qu'ils ont compris, grâce à une dure expérience, que la logistique, la capacité de maintenance et la disponibilité opérationnelle soutenue déterminaient la victoire dans la guerre mécanisée moderne. Ils avaient raison, et leur approche s'est avérée décisive. L'écart de fiabilité entre les chars Sherman et allemands n'a pas seulement influencé la guerre blindée tactique, mais a fondamentalement façonné une compréhension plus large de la capacité militaro-industrielle et de son rôle décisif dans les conflits modernes. L'Allemagne est entrée dans la Seconde Guerre mondiale avec des avantages techniques dans de nombreux systèmes d'armes, possédant des connaissances scientifiques et une expertise en ingénierie qui dépassaient celle de la plupart de ses adversaires. Cependant, l'Allemagne manquait de profondeur industrielle et de sophistication manufacturière pour conserver ses avantages grâce à une production de masse soutenue tout en combattant simultanément ses ennemis sur plusieurs fronts. Les États-Unis sont entrés en guerre avec des armes moins sophistiquées techniquement à bien des égards, mais possédaient la capacité industrielle de les fabriquer en quantités écrasantes tout en améliorant continuellement la qualité, la fiabilité et les performances sur la base des retours d'expérience au combat. Cette approche industrielle, parfaitement illustrée par la conception et la production des chars Sherman, s'est avérée bien plus efficace que la sophistication technique allemande appliquée à une production à petite échelle. Les États-Unis ont produit presque autant de chars Sherman que l'Allemagne a produit des chars de tout type, confondus, tout en produisant également d'énormes quantités de tous les autres types d'armes, en approvisionnant leurs alliés par le biais de pré-bail
et en maintenant le niveau de vie le plus élevé parmi toutes les nations combattantes. Cette performance économique, impossible à égaler pour l'Allemagne avant même l'intensification des bombardements stratégiques, décida de l'issue de la guerre, aussi certainement que n'importe quelle bataille. Les mathématiques étaient simples et brutalement claires lorsqu'elles étaient examinées objectivement. Un Sherman équipé d'un canon de 75 mm qui atteignait le champ de bataille de manière fiable et combattait efficacement était infiniment plus précieux qu'un Panther doté d'un canon supérieur qui tombait en panne avant d'engager l'ennemi ou nécessitait 3 jours de maintenance pour chaque jour d'opération. Un bataillon de chars avec 80% de ses véhicules opérationnels pourrait exécuter des missions qu'un bataillon avec 40% de véhicules opérationnels ne pourrait tout simplement pas entreprendre. La fiabilité n'était pas seulement un facteur de commodité ou une considération secondaire. C'était le fondement de l'efficacité opérationnelle, déterminant si les unités blindées pouvaient exécuter les missions qui leur étaient assignées. Les chars allemands échouèrent systématiquement à ce test fondamental tout au long de la guerre. Les chars américains l'ont systématiquement dépassé. Les tests de Kummersdorf l'avaient prouvé hors de tout doute raisonnable au milieu de 1943, alors même que les commandants allemands continuaient à déployer des Panthers et des Tigres qui avaient l'air redoutables et possédaient des spécifications impressionnantes, mais on ne pouvait pas compter sur lui pour fonctionner lorsque cela était le plus nécessaire. Le char Sherman n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale grâce à sa supériorité technique en termes de puissance de feu ou de protection blindée. Il a gagné grâce à sa supériorité industrielle exprimée en termes de fiabilité mécanique, de disponibilité constante et de facilité de maintenance. Les ingénieurs allemands de Kumdorf l'ont compris au milieu de 1943 sur la base de leurs tests exhaustifs. Ils ont rédigé des rapports détaillés documentant leurs découvertes. Ils ont testé les preuves à plusieurs reprises avec une rigueur scientifique. Ils sont arrivés aux bonnes conclusions sur les avantages américains. Mais comprendre un problème et le résoudre sont des défis fondamentalement différents. L'industrie allemande n'avait pas la capacité de réorganiser sa production autour des principes de fiabilité tout en menant une guerre perdue d'avance sur plusieurs fronts contre des ennemis disposant de ressources supérieures. L'industrie américaine a construit la fiabilité de son secteur automobile civil au fil de décennies de concurrence commerciale et a simplement étendu ses principes éprouvés à la production militaire avec un succès remarquable. Wardaddy II, ce char Sherman, capturé en Tunisie et testé de manière exhaustive à Kumdorf pendant des mois, a raconté toute l'histoire à travers sa fiabilité mécanique et ses performances constantes. Chaque kilomètre parcouru sans panne était la preuve que la conception des chars allemands avait emprunté une voie fondamentalement erronée, en privilégiant les spécifications plutôt que la fiabilité. Chaque test démontrant l'excellence automobile américaine était la preuve que la maturité industrielle et l'expérience pratique de la fabrication comptaient plus que les calculs de performance théorique. Chaque comparaison entre la fiabilité des chars Sherman et allemands prouvait que les Américains avaient résolu les problèmes. Les ingénieurs allemands n'ont pas réalisé qu'ils devaient trouver une solution. Le char lui-même était banal à bien des égards, n'étant qu'un des 49 000 exemplaires produits. Ce que cela représentait était dévastateur pour la confiance allemande. Preuve que l'Allemagne avait déjà perdu la guerre industrielle alors même que les combats se poursuivaient et que la capacité de production américaine ne pouvait être égalée, indépendamment de la sophistication technique ou des compétences tactiques allemandes.